On se retrouve aujourd'hui dans notre nouveau numéro de Psychologie et Société avec Tevakis Risseyan, psychologue clinicienne, comme toujours à mes côtés pour éclairer de son regard psychologique notre société, et maître Karim Moran-Lawazi, avocat pénaliste, qui va nous faire un état des lieux et nous parler lui aussi de son expérience de la prison. Et puis cette grande question finalement qu'on se pose aujourd'hui, est-ce que la prison a encore un sens? Est-ce que la prison est humaine? Et est-ce que la prison permet une réparation, de la pédagogie, ou est-ce que finalement elle est quelque chose à retravailler pour que notre société soit basée sur de bonnes valeurs? Donc, je vais commencer peut-être par toi, Karim. Est-ce que tu peux nous dire, toi, ta vision de la prison en tant qu'avocat pénaliste? Moi, j'ai pas forcément une bonne vision de la prison parce que, moins mes clients y vont, mieux je me porte. Mais c'est vrai que, la première fois que je suis entré en prison et c'est un sentiment que j'ai toujours, hem, quand j'y entre, j'ai cette sensation d'enfermement, qui est très difficile dans on pénètre un monde en fait, dont on n'a pas l'habitude, qu'on connaît pas, hem, avec, différentes personnes, des surveillants, des avocats, des magistrats lorsqu'il y a des séances, des audiences, d'application d'aménagement de peine, des détenus, du personnel extérieur qui vient réparer les choses qui ne vont pas, et on voit la vie, la vraie vie, en détention, différemment en réalité de ce qu'on peut en entendre à l'extérieur quand on se dit: «Ah, il a pris 10 ans de prison parce que» ou 15 ans, 20 ans, parce qu'il a tué quelqu'un, il les mérite, et de toute façon la prison, c'est bien. En prison, ils ont la télé, en prison, ils ont le téléphone, en prison, on a presque l'impression que la prison, c'est l'hôtel. Et moi, je me suis rendu compte, en fait, à travers cette expérience, que c'est pas du tout un hôtel, c'est vraiment l'enfer, en fait. Et pour rejoindre le thème de ce soir, c'est vraiment un lieu qui déshumanise complètement l'homme et la femme qui y entrent. Et lorsque je ressors, en fait, de ces maisons d'arrêt, de ces centres de détention, j'ai comme une espèce de bouffée d'air que je prends, mais encore aujourd'hui, hein, ça fait plus de 10 ans maintenant, encore aujourd'hui, quand je sors, j'ai cette sensation de libération, alors que je suis resté que 3 heures et qu'il y a, la personne que je suis venu visiter ou 2 ou 3 qui eux sont retournés dans leur cellule, dans leurs 10 mètres carrés et forcément, ben, on y pense le soir quand on rentre, on se dit, «Moi j'ai cette chance-là» et eux ils sont rentrés là, ils sont remontés là-dedans dans ces 10 mètres carrés où ils sont 3, 2 avec des matelas par terre parfois, et pour l'instant je parle pas encore, mais de la, la crasse dans laquelle ils vivent et c'est pas de leur faute, hein. C'est pas eux qui sont sales, c'est les prisons aujourd'hui qui sont sales. Et on entend parfois des magistrats, même des avocats, qui vont parler de peine pédagogique, donc le fait qu'il y aurait une pédagogie à vivre une incarcération, même parfois de quelques mois. Et moi, en tant que psychologue, et puis tu me diras, Thévaki, ce que tu en penses, c'est quelque chose que je ne pourrais pas poser comme thèse. Et je n'ai pas l'impression qu'il peut y avoir une pédagogie pour une petite peine à passer par la prison. Parce que tu parlais du thème de, tu as dit le mot enfer. J'ai l'impression que rien de bon peut ressortir de cet enfer-là. Et il n'y a même pas la possibilité de comprendre ou d'avoir un regard sur ses actes quand on est enfermé finalement dans un microcosme où même le droit de son corps, le droit de disposer de son temps enfin, est interdit. Donc est-ce que vraiment il peut y avoir une pédagogie, d'après toi, dans l'incarcération? Ouais, moi je suis pas magistrat, j'incarcère pas et c'est un rôle que je n'aimerais pas avoir, je prends de prendre cette décision, mais, il y a une chose qui est certaine, c'est que les peines, elles sont là pour avoir un sens. Faut aussi à un moment donné être, cohérent avec le système judiciaire dans lequel on vit. Il y a un système de peine. Alors, quand on est plus jeune, il y a des admonestations, des remises à parents, puis, il y a le sursis, le travail d'intérêt général, l'amende, le sursis mis à l'épreuve avec des obligations, la peine ferme qu'on va pouvoir aménager chez soi ou en semi-liberté et puis la vraie peine ferme, celle qui enferme, 24 heures sur 24, hem, qui dans certaines situations, certains magistrats se disent que ça va avoir un sens parce qu'en gros, on sort, la personne, du système où elle se trouve, du système, de délinquance dans laquelle elle vit, parfois à répétition, hein. Il y a des jeunes, qui passent en comparution immédiate tous les 2 3 mois, et qui vivent dans le même quartier, qui sont accrochés. Alors au début, on va prononcer un sursis mis à l'épreuve, puis une peine ferme, puis, une peine ferme avec, une obligation complémentaire de ne plus paraître sur le lieu où la personne a grandi.
pour justement l'aider en fait à se réinsérer et se dire bah va voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Mais en attendant, il va falloir peut-être se reciviliser, réapprendre ce que c'est la règle. Et ça, on le retrouve beaucoup dans les audiences d'aménagement de peine où le juge d'application des peines est très attaché à ça. C'est-à-dire que une peine, par exemple, qui va être prononcée, on va dire 6 mois ferme, hein, je prends une peine courte, avec des dommages et intérêts pour une victime éventuelle, avec des amendes à payer, des frais de justice, va être très attentif au fait de vérifier que cette personne bah, commence à essayer de payer ses dommages et intérêts, respecte le cadre carcéral, c'est-à-dire respecte l'autorité des surveillants, respecte, je dirais, la loi au sein de la détention, pour se dire, bah, ça y est, cette personne, en fait, euh, s'est réadaptée ou est réadaptable à l'extérieur, on peut la laisser ressortir. Et je pense que c'est ce dont parlent les magistrats et c'est ce que veut dire aussi notre, notre système législatif aujourd'hui quand il dit que la peine doit avoir un sens, doit avoir un sens au regard de l'infraction, elle doit avoir un sens au regard de la personnalité de l'individu qui a commis l'infraction et elle doit avoir un sens aussi dans sa sanction et l'effet pédagogique qu'elle pourrait avoir. La question derrière, c'est est-ce que le cadre carcéral tel qu'il est aujourd'hui propose justement un cadre pédagogique qui permet aux gens de se réadapter. C'est ça la vraie question. Qu'est-ce que tu en penses, Thévaki? Mais je pense qu'effectivement, là, ce que vous êtes en train de soulever sont finalement des éléments très importants. La notion d'enfermement comme sanction et est-ce que finalement ça a un sens pour tout le monde? Et est-ce que ça a un sens, un parce qu'on sent bien que là, parfois, c'est la solution pour tout. C'est-à-dire ça devient, l'enfermement qui devient une solution par rapport à des délits, plus ou moins graves et alors du coup, c'est la durée et puis là, bon, là, tu viens de citer plusieurs, sanctions qui existent. Mais en fait, je me demande concernant cette question de justement de cette adaptation, de qu'est-ce que ça va créer? Qu'est-ce qu'on en fait aussi des profils psychologiques? Hem, puisqu'au final, tout le monde va réagir d'une façon différente. Mais en plus de ça, enlever une personne de son monde pour ensuite essayer de créer quelque chose, mais ensuite le laisser de nouveau, revenir dans ce même monde, enfin ça va juste, créer une pause et on se enracine de nouveau, sur le même dans le même terreau et on est aussi dans des comportements en fait, j'ai l'impression qu'on corrige en fait, on essaie de corriger le comportement qui a eu lieu, mais on touche pas du tout à l'origine du comportement. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, une personne va commettre un délit? Qu'est-ce qui l'a poussé à le faire et quel sens ça a déjà pour lui? Puisqu'il y a beaucoup, beaucoup d'exemples où en fait on a pu voir, que c'est très psychique aussi. C'est psychologique aussi de se retrouver enfermé quand on sait qu'en fait on peut encourir telle ou telle sanction, dia da de quelque part être par exemple là, vous parliez de répétition, des personnes qui sont amenées, tous les 2-3 mois à comparaître. Hem, je ne sais pas si vous aviez vu, le documentaire Les Hommes de la prison des Baumettes. Il y avait une personne qui m'avait marquée, c'est, une personne qui, se faisait enfin, quelque part, il arrivait à attirer l'attention de sa mère en en volant des voitures puisque quelque part, il se faisait incarcérer et comme ça, en fait, il arrivait à attirer l'attention de sa mère. Mais ça, c'est des réalités qui sont pas soulevées. Pourquoi, en fait, les personnes quel sens ça a la sanction, mais quel sens ça a le délit? Et comment, en fait, faire en sorte que l'origine du comportement puisse être, retravaillée? Et pour moi, c'est ça la question, le de pas pour moi, la prison n'est pas une solution. Là, Karim, notamment, tu viens de décrire des conditions qui ne peuvent pas, en fait, permettre une reconstruction. Vivre dans la crasse, c'est une manière de mettre au même plan, finalement, l'humain, à cette détérioration, à se laisser pour compte et ça ne peut pas, en fait, réparer. Donc en fait, on sanctionne pour le moment, pour le délit, pour ce qui a été fait. Alors il faut qu'il y ait des sanctions, bien sûr, mais il faut qu'il y ait un travail qui accompagne, qui, comprend, qui fasse sens et qui surtout travaille finalement l'origine du comportement pour éviter cette répétition.
Et c'est pour ça que je trouve important que nous discutions entre domaine de la psychologie et domaine du droit, comme les avocats ou avec des magistrats, parce que c'est ce que tu soulèves, Thévaki, est important. La question du sens. Quand on voit finalement qu'il y a des personnes qui aussi sont pris dans une logique de vie où ils sont nés dans, il y a déjà l'inégalité des chances, on peut l'acter comme une thèse en France, et donc cette répétition parfois est aussi une répétition du fait qu'on ne connaît pas d'autres chemins. Mmh. Moi, sur ma route, puis Thévaki, tu pourras dire peut-être pareil, sur ma route, j'ai croisé des personnes qui littéralement commettaient des délits sans jamais se questionner parce qu'elles n'avaient pas d'autres moyens de comprendre la vie. Elles avaient peut-être même pas d'autres moyens de comprendre qu'elles pouvaient avoir une place ailleurs. Parce qu'en fait, on touche à la distribution des places. Il y a des personnes pour qui la résilience va se trouver dans le fait de se sentir avoir peur de rien, donc de commettre des méfaits et de se retrouver régulièrement en prison. Et donc, la prison ne peut plus avoir de sens à cet endroit-là. Je pense que la prison aurait pu avoir un sens s'il y avait eu une pédagogie, s'il y avait eu en prison un personnel qui accompagne dans le fait de comprendre comment la vie pourrait être autrement. Mais vu qu'en prison, il ne se passe rien à part le temps mort, à part la déshumanisation, à part un numéro de matricule qui vole l'identité à celui qui est enfermé, je pense qu'en fait, nos prisons françaises, eh bien, elles créent elles créent de la misère et elles créent de la destruction. Moi, j'ai encore vu personne, et pourtant maintenant on est très engagé sur ces questions carcérales. J'ai encore vu personne qui est sorti de prison en ayant gagné quelque chose pour se reconstruire. Et j'ai même encore vu personne qui est sorti de prison en se disant qu'il avait compris. Justement, tu parlais de l'origine. Donc c'est quand même qu'on loupe quelque chose en France. En fait, on crée un monde dans le monde. On crée une société avec ces prisons qui auront toujours du mal à pouvoir après s'insérer dans notre société. Puis récemment, je parle avec une personne incarcérée qui m'a dit quelque chose qui m'a marqué. Il disait finalement qu'il avait l'impression qu'on lui avait jamais donné sa chance et qu'on lui donnerait jamais sa chance. Et des gens vont dire, mais c'est normal, il a commis un méfait, c'est un dealer ou c'est un braqueur ou il doit payer. Mais qui était-il avant d'être un dealer ou avant d'être un braqueur? Donc j'ai l'impression qu'une fois qu'on est un justiciable condamné, on n'est plus un citoyen comme vous et moi, par exemple. Est-ce que toi, Karim, tu as aussi cette impression et toi, finalement, qui côtoie aussi tout le temps des justiciables, certains condamnés, certains non, qu'est-ce que tu constates par rapport à cette notion de condamnation et la compréhension que l'on peut avoir une fois qu'on est en prison? La difficulté aujourd'hui, en fait, elle a plusieurs endroits. La première, c'est que moi, je fais partie d'un monde qui est ce monde judiciaire, du coup, en étant avocat, et je fais face donc à des magistrats, des procureurs, des justiciables, des greffiers, des huissiers, des surveillants à longueur de journée, des policiers, etc. Euh, à un moment donné, ce qui est certain, c'est qu'il y a une infraction qui doit être sanctionnée. Que la peine qui est prononcée doit avoir un sens. Et j'en reviens par rapport à ce que tu dis, c'est qu'effectivement, on doit s'intéresser à la personnalité du prévenu. Et ça rejoint ce que tu dis, mais qui était-il avant de commettre cette infraction? Donc, qu'est-ce qu'il fait dans sa vie? Qu'est-ce qui l'a amené sur ce chemin-là? Ça, j'ai envie de te dire qu'il y a deux types de prévenus, malheureusement. Il y a celui qui tombe une fois et qui va comprendre. Et il y a celui, malheureusement, face au magistrat, qui à un moment donné, le magistrat lui-même est démuni de solution, si ce n'est celle de l'enfermement, qui va voir la même personne passer 5, 6 fois dans l'espace d'un an devant lui, à chaque fois pour les mêmes faits. Et si on parle de stupéfiants, par exemple, pour des quantités de plus en plus grandes ou des périodes de prévention de plus en plus longues. Donc, ce magistrat-là, il va se dire, une première fois, bah, je vais le remettre en liberté, je vais octroyer un sursis, puis un sursis mis à l'épreuve, puis finalement, à peine ferme, l'enfermement. Et ensuite, va arriver cette personne qui va arriver en détention, où tout le monde autour d'un dîner à table va se dire, mais attendez, c'est normal, vous avez vu tout ce qu'il a commis comme fait, c'est normal qu'il aille en prison. Sauf que cette personne, quand elle arrive en prison, il y a quelque chose que tu viens de toucher qui pour moi est extrêmement déshumanisant, c'est que lorsqu'elle arrive en prison, on lui attribue un numéro d'écoute. Et que d'individu, de citoyen, il passe à un numéro sans raison apparente aujourd'hui. Je veux dire, n'importe quel système informatique peut identifier quelqu'un sans forcément qu'on lui ait attribué un numéro d'écrou. Donc déjà, la déshumanisation commence là. Ce numéro d'écrou entraîne tellement de choses derrière, puisque grâce à ce numéro d'écrou, on peut faire un virement. Donc en fait, on ne fait pas un virement à une personne, mais un numéro d'écrou. On ne dépose pas du linge à une personne, mais un numéro d'écrou. Et quand il arrive en détention, je voyais là,
Éric Dupond-Moretti, qui est désormais ministre de la Justice, qui a proposé de supprimer les remises de peine de droit commun dites automatiques, c'est-à-dire quand on est condamné par exemple à un an ferme, on a immédiatement 3 mois qui sont retirés. En réalité, il y a 9 mois ferme à exécuter. En disant: «Mais oui, mais moi je veux récompenser l'effort et on ne donnera à ces personnes qui, font des efforts qu'à ces personnes-là des remises de peine de droit commun». D'accord, mais alors donnez-leur les moyens en détention justement de se réadapter. Et c'est là qu'on touche quelque chose une fois qu'on est en détention, c'est qu'en réalité on n'a pas les outils, on n'a pas les moyens de réadapter quelqu'un. Et en fait, j'arrive à un constat, c'est qu'on enferme pour enfermer. Mmh. Pour se dire: «Bah, de toute façon voilà, il va partir 6 mois en détention et puis advienne que pourra à la sortie, il sera peut-être aménagé, peut-être qu'à la fin on finira par ne plus l'aménager tellement il y aura d'allers-retours en détention et il fera ce qu'on dit des peines sèches». C'est-à-dire qu'il ne sera même pas aménagé, il aura regardé Énergie douce pendant 6 mois, dans sa cellule, parce qu'il aura pu faire que ça, parce qu'il ne pourra sortir que 2 heures sur 24 dans la journée de sa cellule, qu'en 6 mois, il n'aura pas le temps d'avoir un emploi, qu'en 6 mois, il n'aura pas le temps même de faire du sport, d'être inscrit à la bibliothèque. Enfin, les délais sont tellement longs que certains attendent parfois 2, 3, 4 mois pour simplement être inscrit dans une bibliothèque et pour pouvoir ouvrir un livre. Mmh. Comment est-ce qu'on peut se dire derrière que quelqu'un qu'on va incarcérer va pouvoir se réadapter et se réinsérer dans une société sans recommettre d'infraction? La personne, lorsqu'elle va sortir: «Maman, j'ai fait ma peine, ça y est, je sais ce que c'est. Une fois, 2 fois, 3 fois. Je sais vraiment ce que c'est à la 3e fois. Je fais un peu d'argent dehors, je me fais rattraper, je repars et je ressortirai, je referai la même chose». Jusqu'à ce que, comme solution, le juge se dise: «Bah, OK, bah, monsieur, pour vous éviter de retourner systématiquement sur le lieu où vous avez grandi, bah, je vais vous interdire de ce lieu. OK, d'accord, pas de difficulté. Mais maintenant que vous m'avez interdit de ce lieu et que je suis incarcéré, où est-ce que je vais trouver un logement? Ma famille vit sur ce lieu. Mes parents vivent là. Mon frère, mes sœurs, et cetera. Vous me demandez de ne pas y retourner parce que c'est là-bas que je commets mes infractions. Mais comment est-ce que vous allez m'aider depuis ma cellule pour trouver un bail d'habitation, pour trouver un emploi en l'espace de 6, 8 mois pour ne plus avoir à retourner, sur ce lieu-là?» Donc en réalité, on essaye de donner un sens à une peine en se disant, et c'est ces déclarations, qu'a fait, Éric Dupond-Moretti qui pour moi, m'ont choqué sur le moment, puisqu'il a expliqué qu'en gros, finalement, il allait privilégier ses efforts et que, en détention, eh bien, ceux qui travailleraient et cetera, eh bien, auraient droit à ces remises de peine et que, la machine judiciaire, c'était pas automatique, c'est pas une machine automatique et on ne devait pas distribuer les remises de peine. Mais pour ça, il y a déjà les remises de peine supplémentaires en réalité, Mmh. pour ces efforts-là. Donc qu'est-ce qu'on va faire des remises de peine supplémentaires derrière? On va plus les octroyer parce que ces remises de peine supplémentaires deviennent les remises de peine de droit commun et finalement, on va avoir des gens qui vont rester en détention, qui vont tourner parce qu'il faut arrêter de se voiler la face. Pour avoir un emploi en détention, il faut rester au moins 6 à 8 mois. Pour, conserver cet emploi, il faut que tout se passe bien, ce qui est très difficile parce qu'on devient, étant donné qu'on est déshumanisé, on devient aussi un animal. Je veux dire, il y a un moment donné, il y a aussi des rapports de force en détention. Je suis le plus fort, je suis un leader, je ne vais pas me faire écraser, je ne dois pas baisser le regard. Parce que si j'accepte à un moment de baisser le regard, eh bien on va sentir la faiblesse chez moi et on va essayer d'en profiter. Et en Mmh. fait, on se retrouve dans une jungle, en réalité. On n'est pas dans un lieu de réinsertion en détention. Et aujourd'hui, si je prends des maisons d'arrêt comme celle de Fresnes, c'est particulièrement scandaleux parce qu'ils sont déshumanisés au point qu'ils vivent avec les rats, avec les corbeaux, avec les chats de gouttière qui viennent, qui ramassent toutes les ordures, avec les puces, les punaises de lit. Enfin, les punaises de lit en détention, c'est un fléau. On a des détenus qui ont des boutons, des traces partout, les pauvres. Euh, et en réalité, on les laisse pourrir là-dedans. Alors, on leur envoie quelqu'un qui va tout nettoyer pour une cellule. C'est pas une cellule qu'il faut nettoyer, c'est toute la maison d'arrêt, en réalité, qu'il faut désinfecter. Donc, on est vraiment dans des situations, en réalité, où on est complètement déshumanisé et où la peine prononcée à l'origine, on se dit elle va avoir un sens parce qu'en détention, on va peut-être avoir les moyens de réinsérer, bah, elle perd tout son sens, en réalité. Voilà où on en arrive. Et puis il y a quelque chose, d'important aussi à dire, c'est qu'on a parfois l'impression que ça ne concerne pas tout le monde, ces histoires d'incarcération. Mais j'aimerais que ceux qui nous écoutent se disent que finalement ça aurait pu arriver à n'importe qui,
Et ça peut arriver à n'importe qui parce qu'en fait, la justice est la justice. Déjà, dans une autre vie, qui on aurait été, nous trois? Je crois que c'est toi qui disais ça, Karim. Qu'est-ce qui fait que toi, tu as pris ce chemin et l'autre à tes côtés un autre chemin alors qu'il y a une espèce de terreau commun? On pourrait dire ça aussi nous-mêmes. Donc en fait, la prison aurait pu et peut concerner tout le monde. Ce n'est pas un autre monde. Et qui est-ce que nous, qui sommes psychologues, qui sommes avocats, qu'est-ce qu'on deviendrait en prison? Même pour nous, ce serait très compliqué de même garder notre dignité, d'avoir en nous, je sais pas, de taper du poing, de réclamer nos droits. Et en fait, quand on parle avec des personnes incarcérées, j'ai remarqué que souvent, ils ne connaissent absolument pas leurs droits. Ils acceptent beaucoup avec l'impression que c'est comme ça et puis qu'il n'y a rien à faire. Et donc, finalement, ils s'organisent, voilà, une espèce de société dans la prison sans jamais avoir recours finalement à ce qui est leur droit, parce que il y a aussi un droit je crois que tu connais mieux que ça que moi, Karim, mais il y a un droit on doit pas être dans une cellule trop petite. Enfin, il y a beaucoup de choses. Il y a l'avocat, je crois, Étienne Noël, qui est spécialiste là-dedans. Donc, en fait, on garde des droits, mais personne le sait, et donc la prison devient un lieu d'oppression et de double condamnation pour des personnes finalement qui auraient pu, on aurait pu faire mieux. Moi, des fois, je vois qu'il y a des gros potentiels qui sont enfermés et quand on discute, eh bien, tu ressens que c'est une personne qui est dans un autre monde, avec d'autres personnes autour d'elle, avec quelqu'un qui l'aurait vu, qui aurait cru en lui ou en elle, ça aurait pu donner quelque chose, entre guillemets, de grand. Mais finalement, à force d'avoir des regards qui te renvoient que tu n'es rien, que tu es différent, que la société t'accepte pas, sans avoir un discours victimaire, parce que c'est pas un discours victimaire, il y a des personnes, on les conditionne à prendre constamment ce chemin de la prison. Et je pense que si notre système ne prend pas en compte ça, on va continuer à avoir une distribution des places dès la plus tendre enfance. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Tevaki? Alors déjà peut-être pour rebondir sur ce que Karim décrivait du côté des prisons, il y a, en fait, il y a une condamnation physique et puis il y a une condamnation psychique. Là, par exemple, quand tu disais, toi, Fanny aussi, quand tu disais, mais si nous maintenant tous les 3 on était en prison, on serait là en train d'essayer de taper du poing et d'essayer de faire valoir nos droits, mais à un moment donné, on n'y arriverait plus. Puisqu'il y a quand même effectivement cette oppression que tu as relevée, que finalement Karim décrit aussi quand il rentre dans la prison et qu'il sort de la prison. On sent bien qu'il s'est senti pendant ces 3 heures oppressé. Mmh. Et du coup, cette oppression finalement tu la retrouves sur des personnes qui ne connaissent pas leurs droits. Donc en fait, au final, il y a aussi une condamnation psychique où il y a plus possibilité de s'exprimer qu'en dehors probablement de, ce qu'ils connaissent, c'est-à-dire aussi des codes de, comme tu le décrivais, de qui est le plus fort, de pas se laisser faire, et puis en plus on n'en parle pas beaucoup de la violence finalement qui se laisse être à l'intérieur des prisons. C'est-à-dire qu'il y a comme un laisser-aller, pas assez d'effectifs, et un laisser pour compte concernant finalement on est là en train de parler d'un monde extérieur, puis d'un monde intérieur, et puis dans le monde intérieur, il y a beaucoup de choses qui se passent et en fait, c'est comme si c'était pas grave, en fait. Donc c'est grave si tu le fais à l'extérieur, mais c'est pas grave si c'est à l'intérieur. Des coups de couteau à l'extérieur, c'est puni, à l'intérieur, ça l'est pas. Excuse-moi, Tevaki, je t'interromps, c'est presque délirant, parce que c'est presque attendre de personnes qu'on plonge dans la violence, de stopper avec un comportement violent. Donc, en fait, il n'y a pas de source à pouvoir stopper quelque chose si on y est plongé, en fait. Non, et en plus, en fait, nous, en psychologue, on sait que, en fait, par point de contact, on va se retrouver dans les mêmes comportements. On va glisser dans les mêmes comportements parce que les points de contact créent que, inconsciemment, on rejoue les scènes, on rejoue les scénarios. Et donc, quelque part, si on s'est senti oppressé à l'extérieur, on va se sentir à nouveau oppressé à l'intérieur. Le comportement, à l'origine, ne sera pas corrigé. Et donc, il y aura constamment, en fait, une répétition qui va se rejouer. Donc là, de ce côté-là, en fait, finalement, on fait que de verrouiller la personne, on fait que de verrouiller la personne, comme je disais, physiquement, donc derrière, enfin, en tout cas en cellule, et puis, verrouiller la personne au niveau de son psychique, il y a plus possibilité pour la personne d'être autrement. Donc comment, en fait, après, on attendrait finalement qu'il soit autrement? Où est le autrement? Comment on crée du autrement là-dedans? En fait, il y a un leurre, en fait. Il y a un leurre et il y a effectivement, comme tu disais, délirant, mais c'est un leurre de penser que l'enfermement peut être une solution pour qu'il y ait finalement un changement. Qu'est-ce qu'on fait, en fait? C'est un système qui attrape, qui enferme et ensuite qui attrape, qui enferme.
finalement, le système, il est répétitif. Mais où est-ce qu'on est en termes de, corriger le comportement? C'est pas c'est la sanction, c'est pas une correction. La sanction, c'est une punition. Et qu'est-ce que toi tu proposerais du coup? Toi, si on devait proposer un autre modèle, ce serait quoi ton modèle? Moi, franchement, je pense que l'aide psychologique, déjà, c'est pour moi, ça va c'est la base, puisque comme pour tout, à chaque fois, on a affaire à l'humain. Quand on a affaire à l'humain, on a affaire à la psyché. Quand on a affaire à la psyché, on est censé avoir du soutien psychologique, un suivi psychologique, et qu'il y ait en plus, c'est quelque chose qu'on peut pas c'est pas une méthode qu'on adapte d'une personne à une autre. On s'adapte à la personne, à son histoire, à sa compréhension du monde, à sa compréhension intérieure aussi. Il y a cette aide-là qui me paraît mais fondamentale. Il faudrait en fait un accompagnement, même après. Donc, il faut une aide à la réinsertion, mais un accompagnement aussi qui suive après. Et je pense pas que ce soit de l'ordre de sortir du quartier de la personne de son quartier, là où ses parents vivent. Parce que là aussi, tu vois, enfin, quelque part, pour moi, la prison, quand on parle de la prison, on peut pas complètement le délier de la notion de quartier. Puisque pour moi, il y a quelque chose qui constamment, en tout cas dans le l'inconscient collectif ou même le conscient collectif, c'est attaché. Et en fait, pour moi, il y a aussi un enfermement dans les quartiers. Un enfermement, dans le sens où, finalement, il y a le champ des possibles, il est limité. Le champ des possibles est limité. Pendant que des personnes peuvent, finalement se retrouver dehors à ne rien faire, d'autres vont aller en cours de musique. Il y a quand même des réalités qui sont complètement différentes. Tu parles pour toi quand tu dis quartier, c'est donc les zones défavorisées? Pour que les Voilà, gens des zones défavorisées où il y a pas, en fait, le champ des possibles, où il y a pas, en fait, le fait de dire, tu vois, par exemple, tous les métiers qu'on peut avoir comme ça, bah, même, en fait, psychologue, avocat, hein, tout simplement, hein. C'est des quelque part, c'est des métiers dans les films. Pour certaines personnes, c'est pas accessible et donc du coup, pour pouvoir accéder à ces métiers-là, il y a quelque chose qu'il faudrait pouvoir, créer. Il y a comme un pont là qui n'est pas fait. Donc il y a une forme de condamnation dans les champs des possibles. Donc des personnes qui finalement à qui en fait on dit: «Bon, bah, en fait tu viens d'un quartier, tu peux pas être pris tu peux pas être pris, n'importe où, tu peux pas aller n'importe où». Il y a déjà des murs en fait. Est-ce qu'on s'en rend compte que finalement il y a un enfermement où quelqu'un qui voudrait s'en sortir, alors il y en a qui s'en sortent et heureusement qu'il y en a qui s'en sortent mais le fait est que si tu veux, toi, t'en sortir alors que tu es quelqu'un qui est quelque part déjà dans une sorte d'identité condamnée, quelle chance il a pour pouvoir s'en sortir? Quelle lueur d'espoir? À quoi il peut se raccrocher, en fait? C'est quoi l'enracinement possible? C'est toutes ces questions-là, en fait, pour moi, il y a vraiment une forme de condamnation, mais aussi de conditionnement qui va avec. Oui, et puis on en revient à la thèse de Boris Cyrulnik, donc dont je vous parlais avec la notion de résilience, qui est que dans les quartiers, parfois, la résilience passe par le fait de devenir quelqu'un en ayant de l'argent. Et comme on n'ouvre pas les portes à se penser, même à magistrat, par exemple, ou si on interroge des personnes sur par exemple, quel métier tu veux faire dans une école de zone défavorisée, bah, il y en a peu qui vont dire magistrat. Mais même en prison, si vous interrogez des personnes dans l'après-coup, en fait, les portes sont ouvertes, ils pourraient reprendre des études, mais on va avoir peu de gens qui vont dire, «Je vais reprendre des études de droit, je veux devenir, médecin ou autre». En fait, on les condamne à penser la petite formation et même, bon, en prison, on a le droit de passer le bac, c'est un droit, je pense que ça, tu peux le confirmer, Karim. Mais quand vous parlez avec des gens qui n'ont ni le brevet ni le bac, ils vont penser d'abord à passer le brevet et ça existera même pas en eux le bac, alors qu'ils pourraient aller directement passer le bac. Donc en fait, on cultive quelque chose de petit et on pousse pas à ce que les gens se pensent, dans d'autres métiers. Et je vais reprendre la question de la magistrature. Même nous, Thévaki, qui venons de Strasbourg, si on interroge les gens: «Qu'est-ce que tu veux faire plus tard?» Même dans nos écoles, il y en aurait peu qui auraient dit magistrat. Alors qu'en fait, magistrat, bah, tout le monde peut se donner cette place-là dans la société, mais peu y pensent. Mmh. Alors toi, Karim, quel est ton constat par rapport à ça et qu'est-ce que tu pourrais nous en dire? Bah, déjà par rapport à ta solution à toi, par rapport aux prisons, puis peut-être ton regard sur cette espèce d'inégalité des chances? En fait, j'ai commencé par l'inégalité des chances du coup, à par rapport à des expériences personnelles tout simplement. La première, je suis au collège, moi j'étais dans les classes de latin, grec, et cetera. Bon, j'ai eu cette chance de pouvoir être dans ces classes-là et donc
J'étais dans les 6e A, 5e A, 4e A, celles qui étaient un peu favorisées par rapport à l'ensemble du collège. Et j'avais systématiquement les félicitations à chaque trimestre. Et en fait, arrivé en 4e, quand on me demande ce que j'ai envie de faire plus tard, je dis bah voilà, moi j'aimerais faire seconde, c'était un bac éco à l'époque, je voudrais être avocat, etc. Et en fait, j'ai la dame qui était conseillère d'orientation, mais qui était aussi, je crois, la directrice de la bibliothèque, si je me souviens bien, qui me dit: «Mais tu veux pas plutôt faire un BEP, force de vente, enfin, ou je sais plus, BEP vente, des choses comme ça». Elle voulait déjà, heu, m'orienter vers autre chose que ce que je rêvais de devenir, qui était, important. Je voulais être avocat à cet âge-là déjà, et elle voulait tout de suite me casser mon rêve parce que à un moment donné, je pense, j'étais dans un collège de banlieue, parce que je m'appelle Karim, alors que j'avais les résultats pour. Donc l'inégalité des chances, elle passe déjà par les barrières qu'on nous met avant de se les mettre nous-mêmes. Mmh. Ça, c'est la première barrière. La deuxième barrière qu'on met et qui est aussi qui participe à l'inégalité des chances, c'est que, alors peut-être moins aujourd'hui parce qu'il y a internet, il y a Google et cetera. Moi, je suis au collège dans les années, je sais plus, 90-91, on n'a pas, à ce moment-là, on n'a pas internet, on n'a pas accès à l'information. Et quand je suis, on en avait discuté, Fanny, quand je suis au lycée, mon père, qui était taxi, donc qui était, ce qu'on appelle les clubs affaires, qui travaillait avec les grands cabinets parisiens, les grosses sociétés comme Canal+, chez G7, une grosse société de taxi. Et donc il prenait, bah, soit des PDG, soit des avocats d'affaires, et cetera, qui lui disaient: «Bah, votre fils, il veut devenir avocat, mais dites-lui qu'il fasse une école de commerce ou sciences politiques, et cetera». Et moi, la réponse que j'ai eue à mon père, c'est ce que je t'avais dit, c'est mais moi, je veux pas être commercial, je veux pas faire une école de commerce, je veux être avocat. Parce que à ce moment-là encore, on n'a pas accès en réalité à l'information. On ne sait pas à ce moment-là qu'on peut faire des doubles cursus qui vont être Sciences Po droit, école de commerce droit, des choses qu'on connaît aujourd'hui. Troisième inégalité des chances, je suis donc issu de cette banlieue et je vais dans une faculté qui est la faculté de Sceaux, qui est une très bonne faculté de droit, mais qui est une faculté en banlieue, qui n'est pas Assas, qui n'est pas la Sorbonne. Là, c'est de la sectorisation. Euh, J'arrive, je deviens avocat, je prête serment, et on me parle d'un concours qui serait le concours de la conférence. Je serai élu quelques années plus tard, mais lorsqu'on me parle de ça, il y a un ami à l'époque à qui je dis, mais plutôt que d'essayer de passer ce concours, envoie des CV dans les gros cabinets d'affaires pour essayer d'avoir un bon poste en cabinet d'affaires, etc. Et là, en fait, j'apprends que tous ceux qui ont été dans des lycées parisiens et des facs parisiennes de droit bah, avaient ce qu'on appelait l'ISIAS, qui les sensibilisait déjà, en réalité, à avoir les codes et les clés de ce concours euh, pour euh, tenter de le réussir. Chose que nous n'avions pas. Troisième inégalité des chances. Et en réalité, tout ça, à la fin, rejoint la difficulté des quartiers, où effectivement, on est enfermé dans un milieu social, parfois religieux, ethnique, où on nous crée des identités dans lesquelles on nous enferme. Et partant de ce postulat, à l'apparence, à la tenue vestimentaire, euh, à la manière de s'exprimer, eh bien, votre interlocuteur va vous créer un mur. Il va vous dire, mais en fait, ce métier-là n'est pas pour vous. Mais en quoi ce métier-là n'est pas pour moi? En quoi je n'ai pas les capacités intellectuelles de réussir dans ce métier-là? Peut-être que je n'ai pas les codes. Peut-être qu'il va falloir que j'acquière les codes. Mais en quoi je n'ai pas les capacités? Et simplement parce qu'on n'a pas ces clés, parce qu'on n'a pas ces codes, eh bien, en réalité, c'est voilà, on nous ferme des portes et on crée de l'inégalité, on crée de la frustration. Et si on n'a pas à un moment donné la volonté de se dire, bah si c'est quand même pour moi, je vais y aller, et ça, c'est une minorité, et ben en réalité, vous avez une majorité après qui se retrouve et qui se dit, bah, tu vois, j'étais à la fac avec lui, j'étais au collège avec lui, j'étais au lycée avec lui, Mmh. j'aurais pu, mais bah, finalement, je suis parti dans le deal. Alors effectivement, je suis le patron du point de deal ou je suis le mec
importe pour tout un quartier, pour toute une ville, peut-être pour plusieurs villes dans un même département, pour tout un département. En réalité, ce mec-là, c'est un entrepreneur. C'est quelqu'un qui a des notions de comptabilité, de logistique, de gestion, mais à qui on a fermé des portes et qui s'est replié sur ce qu'on lui proposait. Et qui, à un moment donné, a percé dedans parce qu'il avait les capacités pour. Et donc, derrière, cette personne, bah, à un moment donné, va être sanctionnée, va se retrouver en détention. Et là, quelle solution on lui propose ou quelle solution est-ce que moi je peux proposer? Je le dis honnêtement, je suis désarmé, j'ai pas de solution. J'ai pas de solution, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on a une justice qui condamne pour tout et pour rien. Je prends un exemple tout bête. La sanction des parents par une fessée ou par une gifle, qui faisait, à mon époque, et encore plus à l'époque des miens, de nos parents, partie de l'éducation. Il y a cette sanction-là, aujourd'hui, un parent qui va peut-être trop fesser ou trop gifler son enfant, va se retrouver devant le tribunal correctionnel et être condamné. Donc, va se dire à un moment donné, si je n'ai pas eu les solutions, l'autorité, et qu'à un moment il a fallu que je mette la fessée, je ne peux pas la mettre, donc bah vas-y, tu veux sortir, sors. Puis de toute manière, je suis femme de ménage, je travaille entre 6h et 11h du matin, et le soir entre 19h et 22h. Donc en réalité, quand tu n'es plus à l'école, bah, je ne suis pas là. Donc tu as envie d'être en bas de l'immeuble, faire toutes les bêtises que tu veux, commettre tous les délits que tu veux, bah, j'ai pas de solution. Donc, on se retourne ensuite vers la justice et vers la prison, en se disant, bah, peut-être qu'en prison, peut-être que les éducateurs sociaux, les psychologues qu'on propose vont avoir des solutions à proposer. Mais sauf qu'en par manque de moyens financiers, ils n'ont pas ces solutions. Une fois qu'on est enfermé, j'entendais ce que disait Tevaki, c'est hyper intéressant, mais c'est une solution aussi très classique qu'on propose, le suivi psychologique qui est hyper intéressant, d'essayer de savoir pourquoi, comment la personne a pu en arriver là, comment on peut l'empêcher d'y retourner. Mais on a un manque de moyens et on ne peut pas proposer un psychologue derrière chaque détenu, un avocat derrière chaque détenu, un surveillant derrière chaque détenu, un éducateur derrière chaque prévenu. Mais est-ce que ça pourrait pas être une ambiance autour du détenu et de la détention qui permettrait qu'il y ait aussi une forme d'indépendance dans la guérison ou la prévention de ce qui arrive? Parce que, tu vois, on citait le numéro d'écrou, mais on peut aussi citer, la manière dont finalement on est tout le temps en train de toquer à la porte de celui qui est enfermé, ou on pourrait citer le fait que les gens se parlent mal. Je veux dire, les gens sont pas en train de se vouvoyer avec respect. On n'apprend pas. Et alors, je veux pas juger les personnes qui sont les agents pénitentiaires parce que j'en connais qui font vraiment de leur mieux. Mais dans la profession, on leur apprend pas à donner un regard qui rend la dignité à celui qui est enfermé. Et durant l'enfance, ce qui fait qu'on se construit un peu tous différemment, c'est quand même les regards qu'on reçoit, les regards. Si autour de toi, tu as des gens qui te disent tu vas y arriver, bah, l'enfant, il y arrive. Et ben, en fait, on garde ça jusqu'à notre vieillesse. Et donc, si l'ambiance était un peu plus déjà humaine, si quand tu es en prison, tu assumes ton acte, tu te responsabilises, mais autour de toi, tu as des gens qui te disent demain tu sors et tu n'es pas condamné encore, tu peux y arriver. Je pense que même ça aura un gros impact sur les personnes qui sont enfermées. Et je pense que même les moyens autour de la psychologie, même les psychologues, même la manière dont on est en prison, c'est un peu un accompagnement de bonne fortune. C'est un accompagnement finalement je sais pas, c'est comme mettre un pansement trop petit sur une plaie bien trop grande. Donc en fait, il se passe rien. Et puis souvent les détenus ils se méfient aussi. Ils ont pas forcément envie d'aller voir les psychologues parce qu'on leur dit si tu as un problème, va voir le psychologue. Si tu es dépressif, va voir le psychologue. Mais en vrai, déjà pour s'assumer dépressif, c'est dur quand on est enfermé, encore plus. La démarche même. Et ensuite, c'est pas que pour ça qu'il faudra aller voir un psychologue. C'est aussi pour supporter la détention. Il faut que tu sois accompagné pour supporter les regards qu'on te renvoie. Il faut que tu sois accompagné pour arriver à dormir tranquillement dans cette ambiance. Bah, il faut que tu verbalises. Et ça, je pense on l'apprend peut-être pas assez. Donc, il y a peut-être une ambiance à transformer ou à travailler, et puis peut-être une ignorance à combattre. Que finalement, si on veut que les choses changent en prison, c'est toutes les mentalités et même les communications gouvernementales et même les communications médiatiques. Aujourd'hui, quand on voit, par exemple, un homme puissant qui est mis en prison, il y a presque une jubilation dans les journaux, il y a presque une envie de voir comment il vit, il y a une espèce de voyeurisme. Mais par exemple, dans un procès, on peut être condamné, on peut être vu comme innocent par exemple au premier procès,
puis en appel, et puis finalement être condamné et être vu comme coupable. Et donc en quelques mois, on passe d'innocent à coupable parce qu'un regard a jugé une culpabilité, alors qu'avant d'autres regards ont jugé une innocence. Puis après, on est mis en prison et c'est pas simplement fais ta peine, c'est les regards de la société, les regards des médias, les regards des gens. Donc là aussi, la prison, j'ai l'impression que maintenant, dans notre société, elle a une fonction même presque d'humiliation. Et donc, on peut pas s'en sortir si la prison est humiliation, si la prison est dégradation, si la prison est déshumanisation. Qu'est-ce qui reste aux gens enfermés pour avoir de quoi se sentir toujours soi? Mmh. Euh, Moi, il y a une première chose sur laquelle je veux rebondir, c'est la sanction des puissants. Euh, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on renvoie une image de la justice qui vient dire, parce que euh, on entendait beaucoup de jeunes ou de personnes qui commettaient des délits ou des crimes de droit commun dire oui, mais attends, moi je comprends pas, j'ai commis mon infraction, donc je dois être sanctionné, il n'y a pas de difficulté. Mais par contre, celui qui a détourné des millions, lui, pas de prison, rien, etc. Moi, je dis pas, en tant qu'avocat, je ne peux pas le dire. Euh, Ces gens doivent aller en prison. Loin de là, sinon je raccroche ma robe. Mais dans l'esprit des autres condamnés, de ceux qui sont en prison, euh, voir ces personnes-là condamnées comme eux, c'est se dire, bah, aujourd'hui, on est peut-être un peu tous sur le même pied d'égalité face à la sanction possible. Après, il y a du voyeurisme, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une médiatisation autour de ces procès euh, en raison de la personnalité publique de ces gens, qui fait que effectivement, bah, on va aller voir à quoi ressemble une. Je veux dire, quand Balkany a été incarcéré, on est allé nous filmer à quoi pouvait ressembler la cellule de Monsieur Balkany en détention. Mais effectivement, comme tu disais, comme s'il y avait de quoi de jubiler, il y avait BFM, CNews, alors regardez, voilà, ça ressemble à ça une cellule. Mais faites des reportages dans ce cas-là, justement sur à quoi ressemble une maison d'arrêt, à quoi ressemble un centre de détention, qu'est-ce que c'est l'enfermement. Mais ne jubilez pas sous prétexte que lui est en détention, ah bah vous vous rendez compte, lui qui est habitué à être dans un appartement spacieux, voilà dans quel espace il se retrouve, etc. Donc là, je te rejoins, il y a une humiliation sur ça. Mais de l'autre côté, cette sanction-là de ces personnes-là, il y a comme un rééquilibrage vu par les détenus de droit commun de se dire, bah, finalement, eux aussi, aujourd'hui, ils sont condamnés comme nous. Mais Karim Tevaki, est-ce qu'il n'aurait pas fallu que le rééquilibrage soit dans l'autre sens? C'est-à-dire qu'avant, on avait une justice qui cherchait à comprendre, et c'était le droit, rien que le droit, puisqu'on voyait des personnes qui pouvaient s'en sortir sur des vices de procédure, enfin, toutes ces choses-là, on était sur le droit. Pour les puissants, mais aussi pour ceux qui sont peut-être moins issus des minorités, et dans les biais, parce qu'il y a des biais, on peut pas le nier, il y a des biais cognitifs dans le jugement, mais étaient moins soumis à des biais. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu que ce soit finalement tout le monde qui est jugé dans le droit, rien que le droit, et qu'on rééquilibre en étant moins dans un enfermement comme ça pour parfois des délits, je le répète, où ça va rien changer. Bon, je suis un peu abolitionniste du côté de la prison, mais est-ce que cet équilibrage-là aurait pas été plus humain? Certainement. Oui, je pense. Je pense. Mais la difficulté à laquelle on fait face, et en fait, je l'ai remarqué dans le cadre de jugement, dans le cadre de. Il y a des juges qui sont très indépendants, mais euh, il y a aussi à un moment donné une forme d'identification. Mmh. C'est-à-dire que j'ai déjà vu devant une cour d'appel euh, un jeune, sous prétexte que lui n'avait aucune origine sociale, ethnique ou religieuse contraire à celle du magistrat qui le jugeait, et bien juger différemment cette personne pour les mêmes faits Mmh. d'un autre qui passait juste après, qui lui n'avait pas la même religion, pas le même milieu social, pas les mêmes études, rien, tout différent, et être plus sévèrement sanctionné. J'ai assisté à ça. Mais je pense qu'il y avait aussi une problématique d'identification du magistrat dans la personne qu'il jugeait. Parce que beaucoup de magistrats sont indépendants, beaucoup de magistrats respectent leur serment. Malheureusement, j'en ai vu d'autres ne pas le faire. Et il y a du bon et du mauvais partout, ça c'est classique. Mais quand on assiste à ça, on se dit qu'effectivement, il y a un problème. Alors, de l'autre côté, quand on se dit, bah, si on ne peut pas réélever justement euh, la personne qui est condamnée pour un délit de droit commun, peut-être moins la sanctionner, et se dire, bah, je vais rééquilibrer dans le sens de moins de prison,
eh bien, cette personne-là qui, elle, est en détention va se dire, bah, finalement, au moins, on nous juge de la même manière. Et si moi j'ai commis ça, je vais en prison, cette personne-là, elle va commettre un délit qui est peut-être plus qualifié de financier, bah, elle aussi, elle risque la prison. Et finalement, on commence à devenir tous égaux par le bas devant la justice. Alors maintenant, effectivement, c'est d'en sortir plus grand et de se dire, bah, est-ce qu'on n'a pas d'autres solutions que l'enfermement, que la prison, dans des milieux extérieurs, dans des choses où on va pouvoir rééduquer finalement socialement euh, des gens et au niveau aussi, au niveau scolaire. Il y a un abandon. Moi, le collège où j'étais, quand j'y vais aujourd'hui, c'est plus le même collège que j'ai connu. C'est pas le collège où j'avais ces cours de théâtre, où on nous passionnait avec les cours de français et les cours d'histoire. On avait une main sur nous quand même en tant qu'élèves. Aujourd'hui, je vois des professeurs qui malheureusement sont désarmés face aux élèves qu'ils ont face à eux. Et on se retrouve face à quelque chose qui est un abandon euh, de notre système scolaire, en tout cas des élèves par notre système scolaire. À partir de là, j'ai envie de dire qu'ensuite, le seul levier, c'est la justice, et que là encore, malheureusement, il y a un problème de financement, et ça, le ministre de la Justice en est parfaitement conscient aujourd'hui, euh, mais ce problème de financement amène à cette déshumanisation derrière, qui fait que, effectivement, aujourd'hui, en 2020, on a encore un numéro d'écrou, c'est inacceptable. Mmh. On a encore des problèmes sanitaires dans les maisons d'arrêt, c'est inacceptable. On a des problèmes d'accès à l'information, à l'école, au travail dans les maisons d'arrêt. C'est inacceptable. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, finalement, bah, autant nous enfermer dans un cachot, c'est la même chose. Et finalement, on se retrouve presque sous l'Ancien Régime. On est enfermé dans un cachot 24 heures, enfin 22 heures sur 24, sans autre solution. J'ai assisté à quelque chose il y a 10 jours qui m'a sidéré. À la maison de l'arrêt de la santé, euh, il y a un quartier qui est complètement enfermé parce qu'il y a le Covid. Il y a des cas contacts et il y a eu 3, 4 cas déclarés au moment où j'avais un dossier. Les familles, les parloirs ont été stoppés. Les personnes dans ces quartiers-là qui travaillaient ne peuvent plus aller travailler et sont enfermées toute la journée, je crois. Je disais 22 heures sur 24 et n'ont pas le droit de sortir à un autre moment de la journée que ces 2 heures de leur cellule, alors qu'ils sont dans un quartier qu'on appelle le respecto. En gros, ils peuvent aller et venir et ils travaillent en plus à côté. Et là, ils sont réenfermés. En revanche, on a voulu m'extraire de la maison d'arrêt ces personnes-là pour les emmener au tribunal, les faire passer par le dépôt, alors qu'en maison d'arrêt, on considère qu'ils doivent rester enfermés, et les monter dans des salles pour les juger, pour prolonger leur mandat de dépôt dans le cadre de leur instruction. Là, je me dis qu'il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche, soit d'un côté, soit de l'autre. Soit on considère que ces cas contacts ou ces personnes sous Covid, on peut les extraire et les juger, mais dans ces cas-là, on les laisse libres de leur mouvement en détention, on leur laisse leur parloir. Soit on considère qu'effectivement, ils n'ont pas le droit à leur parloir, ils n'ont pas le droit de bouger, et pour des raisons sanitaires que je respecte et que j'entends. Mais dans ces cas-là, on ne peut pas nous les extraire pour les emmener dans un tribunal, leur faire rencontrer tout le personnel d'extraction, leur faire rencontrer tout le personnel du tribunal, leur faire rencontrer magistrats, procureurs, avocats, greffiers, huissiers. Il y a un moment, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc soit la règle, elle est la même partout, soit effectivement, à partir du moment où c'est le système judiciaire, où c'est le ministère de la Justice, eh bien le ministère de la Justice exige, donc tout le monde doit s'y plier. Ben non. Donc les règles, elles doivent être les mêmes partout, pour tous, pour tout le monde, mais qu'elles soient claires. Et aujourd'hui, elles ne sont pas claires. Aujourd'hui, en maison d'arrêt, elles ne sont pas claires non plus, parce que selon la maison d'arrêt où vous allez vous retrouver, vous allez être mieux traité. Et je reviens à quelque chose tout à l'heure, et je rebondis dessus, où tu parlais des surveillants. Il y a des surveillants qui font un travail extraordinaire. Et il y en a pour d'autres pour qui c'est beaucoup plus difficile. Mais parfois aussi, j'ai envie de me mettre à leur place. Et la violence à laquelle ils font face, Mmh. lorsqu'ils sortent d'école, et où malheureusement les sorties d'école se font généralement à la maison d'arrêt de Fleury, qui est juste une des plus grandes prisons d'Europe, qui est juste
une des plus difficiles, où effectivement ils arrivent et ils sont confrontés à la plus grande délinquance, à des comportements respectueux ou totalement irrespectueux, ça dépend. Et où on sort de l'école, où on n'est pas formé psychologiquement. On n'est pas formé justement peut-être à ces gestes, à ces mots qui vont pouvoir, à un moment donné, face à un détenu, pallier le manque d'expérience. Et à travers ces cours qu'ils auraient pu suivre, qui auront été utiles, ces formations peut-être intensives dont ils ont besoin, eh bien à un moment donné, il va se passer quelque chose. C'est une confrontation entre le détenu et le surveillant. Ils auront peut-être tous les deux tort, il y en aura peut-être un des deux qui aura tort et pas l'autre. Mais parce que, à un moment, il y a un problème de moyens aussi qui est mis dans la formation de nos surveillants. Et seule l'expérience permet à certains, à un moment donné, de se dire, bah voilà, là j'arrive à jauger cette situation. Là j'arrive à gérer cette situation face à un détenu qui va être problématique. Et effectivement, bah, y a un détenu sur qui il va falloir peut-être mettre plus de pression. L'autre lâcher un peu plus de lest. Parce que, on sait qu'on peut lui faire confiance, ou on sait que si on lui met la pression, bah, il va péter un plomb. Alors que si on lui lâche du lest et qu'on s'exprime bien et qu'on lui parle bien, eh ben, tout va bien se passer. Et ça aussi, c'est un point que tu as pointé du doigt finalement. C'est un élément que tu as pointé du doigt, qui est extrêmement important. C'est la formation aujourd'hui de nos surveillants, qui Oui. par manque de moyens fait qu'ils arrivent et que ben, très souvent, en sortie d'école, ça peut très mal se passer. Et puis la formation et puis ce qu'on disait aussi du côté de la psychologie, c'est que les êtres humains connaissent mal leur fonctionnement. C'est-à-dire qu'il faudrait une formation, mais il faudrait aussi que les gens soient au courant qu'on a des biais cognitifs, qu'on a une manière parfois de vivre l'autre qui est à travers nos traumas, nos névroses et ce serait pas superflu dans notre société puisque, en fait, tout part de là. Quand tu parlais de juger différemment, il y a des magistrats qui sont très sincères dans leur démarche, mais quand même, quand ils jugent, ce sera pas différent, ce sera différent, la personne qui vient d'un quartier et qui utilise un certain type d'expression que les autres. Et il y a des biais partout, à toutes les couches de la société. Parfois même, on entend des personnes qui tiennent des propos racistes, mais ils ont même pas conscience que c'est des propos racistes. Ils vont les Mmh. maintenir, ils vont les dire et ils vont avoir l'impression que c'est la société qui est en train de les juger alors qu'eux, ils sont tout simplement dans le fait de rigoler avec l'autre. Donc il y a une problématique, j'ai l'impression, de biais cognitifs. Et peut-être que Thévaki, tu peux nous donner ton avis à toi. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette question-là des représentations, de la manière de juger et de la manière finalement de vivre l'autre qui peut le condamner dans la justice ou dans le monde carcéral? En fait, je pense que déjà, il y a enfin, en fait, ce qui a été présenté là, je trouve qu'il y a vraiment une tristesse, en fait. Il y a une tristesse parce que finalement, il y a tu vois, même là, par exemple, quand tu parles du racisme, une manière d'être quelque part avec les collègues, c'est un langage, en fait. Ils adoptent un langage et puis, en fait, ça devient la norme et de la même manière que, les barrières dont tu parlais, Karim, un peu plus tôt, c'est des barrières qui, quand tu parlais des barrières au niveau des de ton cursus, il y a la notion finalement d'internaliser ces barrières aussi et ça devient en fait ton monde. C'est-à-dire que l'autre crée ton monde, crée ta perception du monde. C'est-à-dire non, tu peux pas aller à droite parce qu'à droite, il y a un mur et à gauche, non, tu peux pas parce qu'il y a encore aussi un mur. Donc en fait, au final, il y a toute cette question de comment tu vas pouvoir te déplacer dans le monde, qu'est-ce qui va être accessible ou pas et en fait, il y a une tristesse dans le fait justement qu'il y ait des personnes qui vont créer ces murs-là, qui vont créer de l'enfermement déjà en dehors finalement de la prison, que ces personnes-là vont les internaliser et puis ils vont les faire fonctionner, en eux. Il y a et effectivement, c'est ça rejoint aussi la tristesse qu'on peut retrouver finalement aussi dans le jugement parce que, effectivement, c'est biaisé. Les juges, les procureurs ou les magistrats, enfin toutes ces personnes qui ont du pouvoir, encore une fois, il faudrait qu'ils puissent être finalement peut-être suivis même en fait, psychologiquement parlant. Ils devraient peut-être faire tous une psychanalyse quelque part. Puisque dans ce cas-là, ils seraient vraiment à même de savoir qu'est-ce qui se joue pour eux dans l'autre, parce qu'ils enfin dans la relation à l'autre et dans la condamnation, dans ce qui se passe entre, comme tu disais, quelque chose qui fasse identification et puis l'autre qui, où c'est en fait c'est une route barrée. C'est une route barrée, il y a pas d'identification, donc il y a pas d'indulgence, il y a pas la même perception. Donc il y a pas du tout la même bienveillance et alors que tu es en train de dire qu'il y a effectivement 2 cas qui sont similaires et donc la subjectivité, elle comprend ces représentations et ces représentations finalement, elles posent un regard à chaque fois différent.
Et donc comment on peut être juste quand on regarde différemment? Mmh. Où se trouve la justice là-dedans, en fait? Et le problème, c'est qu'on peut avoir l'impression que les lois sont bien faites, que les lois sont justes, mais la manière dont les hommes l'appliquent, les détourne parce que c'est flou quand même une loi. C'est très précis, ça laisse quand même la place à des dérives. Je vais vous donner une situation qui est une situation réelle d'une personne qui à ses 21 ans a fait un braquage, il a pris 6 ans. On peut comprendre pourquoi il prend 6 ans. Bon, il prend 6 ans, et puis mais rien n'est fait, donc une incarcération à freine, donc bon, voilà, 21 ans, c'est très jeune. Et puis au cours d'une de ses sorties, il ne rentre pas. Donc comme il ne rentre pas, eh bien, il se prend une peine encore plus longue. Et à ce moment-là, tombent encore des autres peines pour des petits délais, non, des petits délits, mon lapsus, je vais le reprendre, pour des petits délits. Et puis il se retrouve avec 20 ans. C'est une histoire réelle, hein. Il se retrouve avec 20 ans. Donc ça veut dire qu'il entre à 21 ans, il se ressortira à 41 ans. Aujourd'hui, il a 31 ans. Mais en fait, on lui a volé sa jeunesse, on lui a tout volé. Et je ne vois pas, franchement, je ne vois littéralement pas comment, après 20 ans en prison sur des délits qui ont à voir avec bon, des braquages, on peut y voir une quelconque possibilité de prévention ou de reconstruction, ou comment cette peine-là, elle peut être acceptée encore dans notre société. Vous imaginez 20 ans d'une vie, mais c'est une vie. Et en fait, cette situation, elle est dramatique, et cette personne-là a déjà fait 10 ans. Et puis, je suppose que c'est pas une anecdote. Je pense qu'il doit y avoir d'autres personnes qui vivent ça. Et si on interrogeait ceux qui ont appliqué ces peines, ils diraient sûrement c'est la loi. Et ils diraient sûrement bah, comment on peut lui faire confiance. Il est pas rentré après son autorisation de sortie. Il a fait des choses, il doit payer toutes ces choses-là. Donc la loi peut, en fait, dans notre société, la loi peut justifier le pire. Et est-ce qu'il faudrait pas qu'il y ait des garde-fous? Alors moi, je vous pose la question comme ça, je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait être mis en place, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que nos lois qui sont bien faites continuent à être bien appliquées ou soient bien appliquées? Il y a un adage pour ce que tu viens de dire, c'est dur Alex, c'est de l'ex. La loi est dure, mais c'est la loi. Euh, la difficulté que tu viens d'évoquer, malheureusement, c'est une difficulté de beaucoup de jeunes aujourd'hui. Alors pas forcément sur 20 ans, mais c'est ces jeunes dont je parlais et qui obtiennent des peines à répétition, enfin, qui sont condamnés à des peines de manière répétitive, et qui se disent à chaque fois: ah super, j'ai mon avocat, là j'ai eu un travail d'intérêt général, bah oui, mais si tu effectues pas, ça va devenir une peine ferme. Ah là j'ai eu un sursis, bah oui, mais si tu recommences une infraction, on va te le révoquer. Ah là j'ai eu un sursis mis à l'épreuve, je suis encore sorti, bah oui, mais si tu laisses pas les obligations, on va aussi te le révoquer. Bon là ça va, j'ai eu 6 mois ferme, je devrais les faire en bracelet, on ne les a pas encore mis à exécution, je suis pas parti en prison, je devrais poser un bracelet un jour chez moi. Ah, ouais. Ah bah j'ai encore pris 3 mois la même chose, bravo maître, hein. Et puis arrive le jour où juste derrière, il commet l'infraction et puis là, il prend 2 ans. Sauf qu'il y a 2 ans, bah, le juge, il regarde le casier, il évoque toutes les peines que je viens d'évoquer. Il dit bah, monsieur, je suis obligé de vous faire passer par la case prison cette fois-ci. Bon, la personne peut comprendre, mais arrivé en prison, bah, la machine judiciaire se met en route. Et la machine judiciaire, elle commence par les saisines de juge d'application des peines en vue de la révocation du sursis, en vue de la révocation du sursis mis à l'épreuve. Elle passe par une mise à exécution automatique des 2 peines fermes qui auraient pu être aménagées sous bracelet, mais comme la personne a peut-être pris son temps, c'est sûr que quand il est condamné, sur le moment, il sort du dépôt, il se dit ah, super, je vais vite mettre le bracelet, comme ça je vais mettre ça derrière moi. 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans passent, il a complètement oublié. Et puis bah, les 6 mois arrivent. Donc là, on se retrouve à 2 ans et 6 mois, puis les 3 mois, 2 ans et 9 mois, puis les sursis donc, sont révoqués, le travail d'intérêt général qui n'a pas été effectué bah, amène à la transformation, à la conversion en peine ferme, et puis on rajoute encore 3 mois. Puis la personne finalement qui est rentrée avec 24 mois, avec les remises de peine, on aurait peut-être eu 17 à faire, alors serait peut-être sortie à mi-peine sous bracelet électronique, bah, finalement elle se retrouve peut-être avec 4-5 ans à faire. Euh, alors la difficulté, ce que tu viens d'évoquer comme situation, c'est une situation très dure. C'est très compliqué parce que c'est vrai que psychologiquement, c'est le coup de massue sur la tête. Alors, encore plus avec la situation que tu as expliquée où la personne passe de 6 ans à 20. C'est qu'à mon avis, il a commis de grosses infractions. C'est là qu'entre en ligne de compte toutes nos lois pénitentiaires sur l'aménagement de peine, les systèmes de confusion de peine.
Mais c'est là aussi qu'entre en ligne de compte la perception par le prévenu des condamnations auxquelles il a dû faire face. Mmh. Et de se dire, à un moment donné, est-ce qu'il a compris une fois, deux fois, trois fois, quatre fois? Si à la septième fois, il n'a pas compris et qu'effectivement, bah, tout tombe d'un coup, c'est dur, je comprends, c'est très dur. Mais un juge va le regarder et lui dire, mais monsieur, qu'est-ce que vous voulez que je fasse en réalité? Parce que, si je prends l'exemple que tu évoquais, bah, il est en évasion. Lorsqu'il ne revient pas et qu'il a sa permission de sortie, ça arrive à beaucoup. Il y en a beaucoup qui le font. J'ai deux, trois clients qui me l'ont fait récemment. Je peux vous dire que l'avocat, à ce moment-là, il a les boules aussi, honnêtement, et je ne peux pas le dire plus vulgairement, parce que la permission de sortie, c'est aussi des discussions entre l'avocat, le parquet, le juge. Et à un moment donné, on remet tout ça et toute cette confiance, on la remet dans le détenu. Et quand le détenu ne revient pas en détention, et je peux comprendre le fait de devoir revenir en détention, d'avoir goûté un instant, on vous a ouvert cette fenêtre, c'est cette bouffée d'air de liberté, et on se dit, je dois y retourner ce soir. C'est dur, c'est très très dur psychologiquement, physiquement, tout. Mais c'est pas comme ça qu'il faut le voir. Il faut le voir comme le début de la sortie, le début du travail pour sortir. Et en réalité, la confiance que le juge et le procureur ont mis en vous à un moment donné en acceptant tout ça, de se dire, bah, je la gagne petit à petit. Et je vais avoir une deuxième permission. Cette fois-ci, elle sera de 48 heures, pas de 24. Puis de 4 jours. Et au fur et à mesure, on va vers l'aménagement de peine et la sortie. Sauf que celui qui se met en évasion à ce moment-là, et qui pire, va recommettre une infraction, vous allez presque vous dire qu'à un moment donné, je pourrais être procureur ou juge, mais, mais à un moment donné, il y a une confiance qui est rompue. Et finalement, tout le travail qui a été fait en amont, avec les psychologues comme vous, le travail, les rapports qui ont été faits, bah, vous allez dire en détention que cette personne, elle vient vous voir très souvent, que vous avez établi un lien de confiance, qu'il y a une appréhension et une compréhension de l'infraction qui a été commise aussi. Parce que c'est ce qui est important aussi dans la personnalisation de la peine et dans l'aménagement. C'est que la personne comprenne à un moment donné que l'infraction qu'elle a commise est une infraction, un crime ou un délit, et qu'il ne faut pas recommencer, et que peut-être il commence à avoir les clés pour se dire je ne vais pas recommencer. Il y a tout votre travail aussi qui est remis en question à ce moment-là. Et, et derrière, cette personne va recommettre une infraction, deux infractions, pour se retrouver à 20 ans. C'est qu'il y a eu plusieurs grosses infractions et autres qui ont été commises. Et effectivement, le retour en détention derrière est très dur. Parce que la confiance avec le juge est rompue. Il va falloir la reconstruire. Et là, elle ne va pas se faire sur 1 an ou 2 ans. L'avocat, il va devoir batailler au quotidien pour dire mais si, bon là, ok, mais cette fois-ci, vous pouvez lui faire confiance. Ah oui, mais je lui ai fait une première fois confiance, pourquoi cette fois-ci, je pourrais lui faire confiance? Et nous, on est là dans les bureaux derrière à aller pleurer chez ces magistrats, chez ces procureurs, pour dire non mais faites-nous confiance. Nous, on a échangé avec lui depuis 1 an, là, qu'il y est retourné. Il a compris, enfin, il sait et il explique pourquoi il a fait ça. Alors, on nous rit un peu au nez, hein. On passe presque pour les bouffons du roi à faire des choses comme ça. Parce que on est là à ramper à un moment donné pour nos clients, à faire des choses pareilles. Et à se dire, mais et presque dans leur regard, c'est ce qu'on disait, dans le regard de l'autre, dans le regard du magistrat et du procureur, mais presque à dire à la. C'est une question de vocation. C'est différent. Mais c'est là qu'on se dit que la loi est dure, mais que c'est la loi. Et qu'à un moment donné, il y a un travail sur la confusion de peine qui peut être fait, sur l'aménagement, et un travail qui va se faire aussi dans le contact avec les magistrats. Mais et la confiance, elle va se créer avec effectivement avec le personnel pénitentiaire, avec le personnel de la magistrature, avec les juges, les procureurs, les avocats, etc. Mais parfois, les détenus, ils ont même pas l'impression, qu'on est en train de leur faire confiance. Peut-être c'est une question aussi d'ancrer les mots. Parce que ce que tu dis, toi, je pense que si toi, tu étais procureur et que tu disais ça aux détenus, je pense que tu aurais de grandes chances qu'il y ait pas d'évasion. Parce que là, effectivement, on te dit: «Tu sors pour construire, on croit en toi», donc on est dans cette question du regard. Moi, je pense que c'est très rarement comme ça.
Je pense que c'est dit d'une telle manière qu'on se sent toujours dans la sanction et qu'il y a certaines personnes, et ben, ils y arrivent littéralement plus et que donc ils sont dans la fuite plutôt que dans le fait de continuer un chemin. Parce que c'est un peu de l'autodestruction. Quelqu'un qui a fait déjà 10 ans et puis qui fait une tentative d'évasion, bah, quelque part, il se condamne à une vie d'anonymat. Donc il y a une forme d'autodestruction. Et à cet endroit-là, je pense que ta manière de dire vient peut-être de ton vécu. Et que peut-être qu'il faudrait, du coup, harmoniser les vécus. Je crois qu'il y avait un avocat qui proposait justement que les magistrats connaissent bien la prison, ou que qu'il y ait une grosse partie ou qu'il y ait des ponts entre les avocats pour devenir magistrats. Donc quelque part que des gens qui viennent du terrain soient eux mis en position de juger. Et ça me paraît une bonne solution, parce que finalement, qui a vraiment connu la prison peut souhaiter ça à quelqu'un. Et qui a vraiment connu la prison peut vraiment se dire ça peut être un système qui marche. Alors moi, je voudrais modérer mon propos. Quand on a affaire à des personnes dangereuses, que c'est acté, que c'est avéré et que vraiment cette personne-là est toxique pour la société, qu'il y a une psychose, qu'il y a quelque chose où il y a des pulsions meurtrières, mais bien sûr, il faut une solution. Même si on ne le veut pas, il faut un enfermement. Donc pour moi, ça c'est un autre cas de figure. Mais le cas de figure des personnes comme vous et moi qui ont été pris dans une autre vie et puis qu'on enferme, ça reste pour moi quelque chose de toxique. Et en connaissant la prison de près, je pense qu'on peut pas souhaiter ça à quelqu'un et même penser que ça puisse permettre une reconstruction, une construction. Thévaki, est-ce que je peux avoir ton regard sur ce qu'on vient d'échanger et puis sur cette histoire aussi que je vous ai raconté des 20 ans de prison? Oui. Mais par exemple, là, tu vois, moi, je me demande qu'est-ce qui se joue pour donc cette personne, pour qu'à un moment donné, justement, elle ne revienne pas et qu'elle fasse pas quelque part retour et qu'elle se condamne encore plus. On sent bien que c'est comme s'il y avait quelque chose qui semble sans fin, mais en même temps, il y a peut-être un rapport qui est en train de se rejouer. De la même manière que, par exemple, des parents peuvent ne pas avoir confiance en leurs enfants, on sait, nous, l'humain, qu'on rejoue toujours des choses et un point de contact qui serait, par exemple, le manque de confiance ou le manque de considération, peut créer à un moment donné que la personne finalement, n'ait plus envie de revenir, n'ait pas envie de revenir et de la même manière que là, on peut voir bien enfin, on peut bien voir le choix qu'il y a entre libération ou liberté et oppression, à nouveau. Donc ça va être effectivement très dur, mais alors est-ce qu'il y a des passerelles qui sont effectivement mises? Est-ce qu'il y a des mots? Est-ce qu'il y a de l'encouragement? Parce que si on est dans quelque chose, effectivement qui n'est pas posé de la même manière, en fait, c'est tout passe par, ces liens, en fait. Je pense qu'on se rend pas compte à quel point c'est important, le lien qui se tisse entre les gens, les liens qui existent entre les gens. De la même manière qu'on parlait des surveillants, un peu plus tôt avec la question de violence. Oui, ils sont agressés et je pense que là, il faut pouvoir déjà, que ces surveillants puissent, se former. C'est-à-dire comment ils font face à tant de violence? Comment ils doivent se positionner? Comment ils doivent faire? Parce que sinon, ils sont forcément dans un mécanisme de défense qui va être aussi oppressant. Soit ils vont être oppressés, soit ils vont créer de l'oppression et en fait, il y aura toujours finalement le même rapport de force qui ne permettra pas, par exemple, une possibilité de bienveillance. Une possibilité même de créer du lien, même de l'amour en fait. Il y a pas quelque chose qui peut réparer. On est de nouveau dans quelque chose qui divise, quelque chose qui cherche à fonctionner, mais qui fonctionne pas en fait. En fait, le sens qu'on cherche, le fonctionnement qu'on attend, la correction qu'on attend, finalement, c'est pas ça qui en résulte de ces mesures. Donc là, je pense qu'il y a effectivement là quelque chose à reprendre, et puis la question de se dire qu'encore une fois, tant du côté de la personne qui est enfermée, de comprendre son histoire, parce qu'encore une fois, là, quand on parle, par exemple, d'inégalité, même face aux sanctions, parce qu'on n'est pas de la même origine, on n'est pas de la même religion, et ben, c'est quand même dans toute cette confusion, dans toute cette contradiction que l'identité doit se construire. Donc au final, c'est, dans quelque chose de limité, mais aussi de contradiction. On ne comprend pas pourquoi, en fait, on a une peine plus élevée. Pourquoi on est plus dur avec moi? Ah oui, alors c'est parce que mon origine me condamne. C'est parce que ma religion me condamne. Alors c'est encore, vous voyez, enfin, on se sent coupable. Après, on se sent coupable pour le délit ou on se sent coupable parce qu'on est, de telle religion? Il y a vraiment quelque chose qui déconne,
qui déconne, en fait. Et du coup, c'est dans cette, identité, non, c'est dans cette contradiction et dans cette confusion que l'identité doit se construire. Et puis, et comme il y a aucun, possibilité d'ancrage, en fait, en prison, et ben, effectivement, bah, les conséquences, ça va être sur les effectifs, ça va être sur les surveillants, ça va être, et en fait, il y a personne qui gère vraiment le problème, en fait. C'est comme, tu sais, comme quand on donne que des antidépresseurs, au lieu de soulager quelque part, enfin, on soulage les migraines, on peut soulager les angoisses, avec des antidépresseurs, mais on n'évite pas la répétition parce qu'on s'occupe pas de l'origine du symptôme. On Et pense juste à éradiquer le symptôme. un médicament qui serait très simple pour, déjà apaiser le symptôme, c'est justement de mettre de la dignité un peu partout sur ce cheminement, judiciaire. Quand on commence à fréquenter un peu les tribunaux, si on s'intéresse à ça, si on va à des audiences, moi je trouve qu'il y a une grande différence dans les audiences de droit de la presse, par exemple, où les magistrats, parlent de manière très respectueuse à ceux qu'ils ont en face d'eux, que la justice pénale, que les audiences pénales, où je trouve que, alors que dans là aussi le code de déontologie des magistrats est très bien fait, instruire à charge et à décharge, être respectueux, ne pas montrer d'animosité, les lois sont très bien faites. Mais quand on assiste aux audiences, moi je vois des grosses dérives. Je vois que parfois certains s'adressent extrêmement mal au justiciable, alors que la magistrature est au service quand même du justiciable. Et que tant qu'une personne n'est pas jugée, on ne sait pas si elle est innocente, si elle est coupable. Quelque chose doit se passer de respectueux. De toute façon, le respect, je pense que c'est la base de tout. Et si on voudrait apaiser un peu plus les mots, peut-être que ce serait ça aussi une solution, qu'on s'adresse aux justiciables, avec cette dignité à tous les échelons, et qu'en prison, même si, je le répète, il y a l'enfermement, et bien qu'il y ait des mots, qu'il y ait une dignité, qu'il y ait une manière d'appeler l'autre. La question du numéro d'écrou, bon, moi, comme tu disais, c'est une grosse problématique. Ce que tu disais de Dupond-Moretti, moi, je trouve ça incroyable qu'il puisse, lui qui a été à l'intérieur, puisse toucher finalement à de la protection, parce que si on revient sur le système de réduction de peine, que ça aille de soi. Ben ça, c'est bien pour les personnes qui, justement, viennent peut-être d'un milieu où ils comprennent pas vraiment pourquoi ils ont commis tel ou tel méfait, et où, par définition, le droit les protège même d'eux-mêmes. Mais si on enlève ça, et qu'on met une personne qui, je sais pas, qui a de la violence en elle parce qu'elle a eu un environnement violent, et comment elle va arriver à être dans l'effort si personne la pousse à être dans l'effort? Comme rien ne sera mis en place. Donc, tu disais que c'est déconnant. Effectivement, je pense que tout ça est dysfonctionnel. Moi, de mon métier de psychologue, je dirais que c'est dysfonctionnel. Est-ce que toi, Karim, à partir de ton métier d'avocat, tu ferais ce constat aussi? Oui, moi, il y a une chose sur laquelle je voulais rebondir, c'est la manière dont certains magistrats peuvent s'adresser aux justiciables. Il y a des magistrats très durs, mais très respectueux. Euh, Moi, la chose que je regarde toujours au moment du délibéré, c'est est-ce que le magistrat regarde dans les yeux le prévenu à qui il prononce un mandat de dépôt? Est-ce qu'il assume en réalité sa décision? Et ils sont rares, en fait. J'invite tout le monde à le faire, en fait, dans une salle d'audience, à regarder le magistrat qui regarde le prévenu contre qui il prononce un mandat de dépôt et qui va envoyer dormir en prison le soir même. Il y en a une bonne partie, mais pas tous. Et, euh, et rien que ça, pour moi, c'est significatif euh, de certains comportements, effectivement, au regard du comportement à l'audience. J'ai assisté à des audiences, alors droit de la presse, mais surtout en droit pénal des affaires et en droit pénal commun. En droit pénal des affaires, je n'ai jamais vu un magistrat manquer de respect à un avocat, à un prévenu. Instruire à charge peut-être pas assez à décharge, mais ça, les avocats, je leur fais régulièrement confiance et j'ai pu le voir, rappellent tous les éléments à décharge. Mais j'ai très souvent vu en matière correctionnelle de droit pénal commun certains magistrats, en réalité, manquaient de respect tant aux avocats qu'aux prévenus.
Alors, je dis pas que les prévenus sont toujours tout blancs, hein, qu'ils s'expriment toujours bien et que c'est pour certains parfois les personnes les plus sympathiques que pourra rencontrer le magistrat dans sa journée. Je dis pas le contraire. Mais à un moment donné, quand il y a un manque de respect, que ce soit de l'avocat et de son client, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas dans le système. Et qu'aujourd'hui, on y assiste de plus en plus, encore il y a quelques jours, où on va jusqu'à sortir des avocats par la force publique d'une salle d'audience. Et là, je me dis que, sans employer le terme de déconnant, mais il y a, j'ai mal à ma justice en fait, j'ai mal à ma robe. Je me dis que on a tous été sur les mêmes bancs de la fac, qu'on peut très bien prononcer un mandat de dépôt en étant respectueux et en regardant le prévenu droit dans les yeux. Si ce prévenu, à un moment donné aussi, n'a pas fait preuve de débordement à l'audience, je dis pas le contraire. Mais s'il s'est bien tenu, quand bien même il nie les faits, quand bien même il ne il conteste les éléments à charge, la décision sera ce qu'elle sera. Mais le magistrat n'est pas obligé de lui manquer de respect à ce moment-là, et encore moins son avocat qui, parfois, va se lever en disant « Non mais attendez, la manière dont vous lui parlez, ce n'est pas possible. » Et on va en prendre pour notre garde aussi, et ça aussi, ce n'est pas possible et ce n'est pas normal. Moi, je m'insurge régulièrement contre ça. Donc effectivement, on a un problème au niveau du système judiciaire à ce niveau-là. Et comment tu l'expliques, toi, cette problématique déjà de manière de s'adresser à l'autre, à celui qui nous fait face? Soit on fait face, et c'est ce que j'expliquais lorsqu'on avait échangé, toi et moi. J'ai le souvenir d'une magistrate que j'aimais beaucoup, et pas parce qu'elle rendait de bonnes décisions plus favorables, dans le sens de bonnes décisions plus favorables à la défense, loin de là, mais parce qu'elle était extrêmement respectueuse, qui un jour m'a dit bah voilà, j'arrête le pénal quelque temps, je vais aller faire d'autres matières parce que il y a des couleuvres en gros que je n'avale plus. Soit on fait face à des magistrats qui, eux, n'ont pas été capables, pour certains, de se dire à un moment donné, j'y arrive plus, je vais prendre l'air et je reviendrai de manière plus posée quelques années plus tard. Soit on fait face à des gens, peut-être, j'en sais rien, c'est une supposition encore, hein, qui viennent pour casser du justiciable, pour certains peut-être. Parce que moi, je vois des magistrats qui sont tellement justes, mais dans le sens où juste dans leur comportement à l'audience, sur les éléments à charge, sur les éléments à décharge, sur le respect du prévenu. Il y a quoi? Il y a un an, un magistrat auquel j'ai pu faire face à l'instruction en audience, qui avait face à lui une dizaine de trafiquants, pour certains de haut vol, de vrai caractère, des mecs chevronnés. Ah, il n'y a pas eu un mot plus haut que l'autre à l'audience. Et à la fin, malgré les peines, malgré les mandats de dépôt, les prévenus l'ont remercié, en disant « Monsieur le Président, on tenait à vous remercier sur la manière dont vous avez tenu l'audience et sur la manière dont vous vous êtes adressé à nous, respectueuse. » Tous les avocats, on s'est regardé, on se disait, on était étonnés, mais on se disait que c'est normal parce que même nous, on l'avait constaté. Mais c'est trop rare. C'est beaucoup trop rare. C'est rare et c'est fou qu'on le remarque. C'est-à-dire que tu vois, tu fais une remarque que tout le monde là est quelque part, soulagé ou heureux ou remarque qu'il y a eu une manière de parler à l'autre de respectueux, et même moi dans ce que je fais dans mes activités, quand je remarque qu'un magistrat est très respectueux, mais déjà j'ai un soulagement et je me dis: «Mais ça existe». On peut vraiment, rendre justice, et puis faire appliquer la loi avec ce respect, cette dignité. Donc le fait qu'on est tous là à pouvoir le remarquer, c'est bien qu'on est dans cette question du dysfonctionnement et qui passe en premier lieu par la parole. Donc c'est peut-être ça, parce qu'on arrive à la fin de l'émission, c'est peut-être ça une de nos conclusions, c'est que en premier lieu, la dignité, c'est une question de mots qu'on donne à l'autre, et regarder dans les yeux, donner un regard, poser des mots sur ce qu'on dit à l'autre, poser des mots sur une condamnation pourrait tout changer. Peut-être qu'effectivement, l'annonce d'une condamnation dit d'une certaine manière pourrait changer tout le chemin du justiciable.
Et pour terminer cette émission, je vous propose une fin un peu originale. J'aimerais peut-être que chacun d'entre vous, vous me disiez, puisque vous avez tous les 2 votre expérience, par ce que vous côtoyez ou par vos regards sur le monde de l'incarcération. Je voudrais que vous me disiez peut-être tous les 2, qu'est-ce que la prison vous apprend finalement? Qu'est-ce que la prison, vous dit et qu'est-ce que vous aimeriez en dire? Et puis votre mot de la fin. Qui? Je te laisse. Ce que la prison m'apprend, je pense que ça m'apprend qu'en fait, il y a toujours du travail à faire. Qu'il y a toujours en fait, qu'on ne peut pas accepter quelque part, ce qui se passe, qu'il y aura toujours à se battre, parce qu'en fait, il y a toujours possibilité de faire mieux. Je pense qu'en fait, si on laisse les choses se passer comme ça, on participe à finalement à une société, à une justice qui nous ressemble pas. Là, on est 3 à parler, il y en aurait peut-être donc beaucoup qui nous rejoindraient dans nos perceptions et je trouve ça déjà, important du coup de pouvoir en fait, mettre des mots qui sont différents, ici. Et je pense qu'il faut qu'on soit dans ce mouvement en fait, dans ce mouvement du changement, dans ce mouvement du meilleur, dans ce mouvement de quelque chose qui fonctionne, parce qu'on ne peut pas finalement laisser, du dysfonctionnel, fonctionner, surtout qu'en plus, comme tu disais, ça peut arriver à n'importe qui. Alors si c'est pas nous directement, ça peut être des proches à nous et dans tous les cas, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir en fait, ne pas laisser de côté parce qu'on pourrait ne pas se sentir concerné. Et au-delà de ça, il y a aussi toute cette question de l'importance de la prise en compte de la psychologie de chacun. Ce que vous parliez effectivement du respect, de la dignité, c'est des choses finalement qui vont de soi. On est en train de parler de principes, de base, de ce qui humanise l'autre. Et si quelqu'un est là en train effectivement de remercier pour le respect, la dignité, c'est qu'en fait elle est pas là, qu'elle s'absente, ces personnes-là se retrouvent condamnées, déjà, avant même, avant même finalement la délibération. Donc des choses qui vont de soi devraient finalement se mettre en place, et puis encore une fois, qu'il y ait un accompagnement psychologique du côté, du monde, carcéral, de tous les protagonistes, et puis aussi finalement de l'autre côté aussi, de ceux qui finalement, ont affaire avec l'enfermement pour leur permettre d'éviter cette répétition, pour leur permettre de comprendre en fait le sens et finalement du délit et de la sanction. Merci Théophile. Moi, en fait, je vais revenir sur ce que je te disais, c'est que ce magistrat, en fait, mon client m'a dit à ce moment-là, parce que j'ai échangé un peu avec lui, il m'a fait cette réflexion, il m'a dit, il nous a parlé comme un homme. Et c'est ça, en réalité, que j'aimerais voir et que j'apprends, et que j'aimerais voir et que je vois pas assez tous les jours. En réalité, ce sont des hommes jugés par des hommes. Mmh. Et qu'arrivé en détention, en réalité, il y a une telle déshumanisation, il y a une telle humiliation que moi, ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est qu'il y a encore des lieux comme ça qui existent en France où finalement on déshumanise des hommes et des femmes en détention, où on ne leur donne pas les moyens en réalité de se réadapter lorsqu'ils ont dû être sanctionnés. On ne leur donne pas la possibilité, ou en tout cas les moyens de se réinsérer pour des raisons que j'ai expliquées. Savoir qu'il n'y a pas, on attend parfois 6 mois pour travailler, puis 4 mois pour aller dans une bibliothèque. À partir du moment où on nous prend un délai de 4 mois pour ouvrir un livre, on a déjà perdu. En réalité, c'est un combat qui est déjà perdu. Où l'accès à la connaissance, on vous le bloque. Mais qu'est-ce qu'on peut attendre derrière de quelqu'un à qui on bloque cet accès à la connaissance et qu'on déshumanise dans des conditions sanitaires déplorables qui, à mon sens, ne sont pas mieux que celles de l'Ancien Régime, dans un cachot où on est encore en 2021 à vivre avec des punaises de lit, des rats, de la saleté. Aujourd'hui, moi, ce que je retiens de la prison est négatif, malheureusement. Et pour moi, aujourd'hui, la prison, on n'y apprend rien, si ce n'est que on doit être sanctionné et que c'est une forme de sanction, mais qu'à l'intérieur, on ne nous donne pas les moyens
En tout cas, d'essayer de se réinsérer à la sortie ou en tout cas d'en faire quelque chose de cette détention. Par l'accès à la connaissance, par l'accès au travail, par l'accès, à de multiples choses, en fait, qu'on n'a pas. Donc, vos 2 regards se rejoignent par rapport à la question de l'incarcération, la question de la déshumanisation et moi je vous rejoins aussi sur ce point. Je pense que moi, dans mon expérience de la prison, ce que ça m'apprend, c'est que, et f comme tu le disais Thévaki, il y a une grosse lutte à mener et puis il faut s'en mêler. Il faut regarder, ces lieux-là, pas comme s'ils étaient, extérieurs à nous, mais comme si ça nous concerne et ça pourrait nous concerner de très près. Comme je l'ai dit, ce que si on voit de l'autre côté de la barrière, c'est qu'il est pas si loin que ça et que ça pourrait arriver, dans nos familles et même si ça n'arrivera jamais et bien le fait qu'on soit dans cette société où on peut avoir ce genre de lieu dans un pays comme la France en 2021, pour moi, ça reste quelque chose de grave et donc il y a à prendre sa place, à en parler comme on le fait aujourd'hui et puis, à ne pas tout laisser dans les mêmes mains. Je pense que parfois il y a beaucoup d'ignorance et dans nos gouvernements et dans ceux qui décident certaines lois et dans ceux qui prennent parole et que donc cette espèce de minorité qui prend parole justement pour parler de la prison comme un lieu de vacances ou comme un lieu où il y aurait trop de laxisme, c'est manifestement des gens qui ne connaissent pas ce monde, qui ne connaissent pas la loi et qui ne connaissent pas l'incarcération. Donc je pense que poser un regard sur les prisons est important, travailler sur ces notions-là d'une manière, universitaire, d'une manière en termes de recherche ou à partir de métiers du droit ou de la psychologie, c'est essentiel et puis surtout, je conclurai sur le fait qu'il faut aussi donner les moyens à ceux qui sont enfermés de connaître leurs droits et que, en fait, quand on n'a pas tous eu la même vie et que parfois ce qui les a menés en prison, eh bien, c'est une histoire de vie, c'est pas une histoire de comportement, c'est pas une histoire de pathologie, c'est pas une histoire d'y arriver moins bien qu'un autre, c'est vraiment une histoire de vie et que donc à partir de là, il faudrait qu'il y ait des canals de savoir justement où les détenus et qui sont des hommes et des femmes comme vous, comme moi, eh bien, aient accès à ce qui est possible en prison. Et en prison, c'est possible de se reconstruire et de construire une vie pour la suite. Mais il ne faut pas miser, je pense, sur la structure. Il faudra miser, et c'est ça qui est très triste, sur soi. Mais il y a des associations, il y a des entités, il y a des regards comme nous qui, je pense, sont différents. Et puis peut-être que beaucoup, justement, nous rejoignent. Merci beaucoup pour cet échange très intéressant. On remettra ça, je suppose, très bientôt. Puis on se retrouvera dans d'autres épisodes. À très bientôt à tous ceux qui nous écoutent et puis à vous deux. Merci, à bientôt.